Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission L'invité de Bastial, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Franck Kanata. Bonjour Franck. Bonjour. Franck est un chef d'entreprise du bassin et il est vraiment impliqué dans l'économie et dans le territoire. Franck, on va parler un peu de ton entreprise. Mais avant, peux-tu te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours? Alors j'ai 45 ans, Oui. j'ai fondé l'entreprise Groupe Transcan il y a 25 ans déjà, j'étais tout jeune, Oui. encore à l'école d'ailleurs à cette époque-là et en parallèle des études, j'ai lancé cette aventure qui m'a évidemment pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé au démarrage et d'autant plus que ça a grossi relativement vite Oui. avec une idée simple, trouver une solution pour allier le transport et la logistique, transporter ce que l'on stocke et inversement au profit d'un écosystème, au profit des Alpes-Maritimes et de ses particularités. Voilà le point de départ. En complément de cette activité de transporteur et logisticien, une activité de base. J'ai également la présidence de la FNTR 06 et 83, donc la Fédération nationale des transports routiers. Depuis quelques mois maintenant, depuis le 1er juillet, également la présidence de l'UPE 06. Et j'ai également aussi un rôle au sein de la Banque de France, puisque je suis conseiller de la Banque de France sur les Alpes-Maritimes. Eh bien, génial. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on t'écoute, c'est qu'aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as fondé ton entreprise il y a 25 ans, tu étais sur les bancs encore. Comment t'es venue cette idée, tout en étudiant, de te dire il y a cette problématique qui existe et il faut aller trouver une solution? J'ai baigné dedans quand j'étais tout jeune. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, était transporteur, il était grumier, donc il transportait des bois qu'il descendait de nos vallées jusque sur le littoral. Mon père a pris la relève et lui s'est dirigé vers la messagerie, un métier nouveau à l'époque lorsqu'il a démarré, entreprise qu'il a vendue en 1997. Il était tout jeune, donc baigné dans cet écosystème toute mon enfance et puis un plaisir fou. Lorsque j'ai eu la vingtaine, j'ai décidé de lancer l'aventure, de créer cette toute petite boîte tout seul à la base et vraiment cet objectif de trouver la solution la plus précise possible pour répondre aux besoins de notre territoire. C'est vraiment ce qui a été déterminant à la base. Donc aujourd'hui, vu que tu as baigné de par ton grand-père, ensuite ton papa, l'entrepreneuriat, c'était finalement une évidence pour toi. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je l'ai vécu tout au long de ma jeunesse, dans les entrepôts, dans les camions. Et effectivement, être entrepreneur, pour moi, était une ligne directrice, sans même vraiment le savoir. Lorsque l'occasion s'est présentée un petit peu sur un coup de tête de lancer cette aventure, de lancer cette société, là encore, je ne me suis pas trop posé la question. J'ai plutôt réfléchi à la façon de le mettre en œuvre, aux objectifs, aux priorités, plus qu'à l'hésitation de se dire est-ce que vous êtes un entrepreneur dans l'âme ou pas. Ça me semblait assez concret, assez évident. Donc, à t'écouter, c'était une évidence pour toi. Dans ce cas-là, parle-nous aujourd'hui de ton entreprise, de son évolution, parce qu'en 25 ans, l'entreprise a eu une évolution extraordinaire. Et tu vas pouvoir nous parler des secteurs que tu couvres, des régions, voilà. Alors effectivement, l'entreprise a progressé, a pris des parts de marché complémentaires, mais Oui. toujours avec le même mode opératoire, la même idée de base. Je transporte ce que je stocke et inversement au profit des Alpes-Maritimes. Effectivement, on a démarré dans une activité assez traditionnelle avec des semi-remorques, avec une semi-remorque et un tout petit entrepôt. Et on a rajouté au fil des années, en fonction des besoins de nos clients, des solutions, des prestations nouvelles, complémentaires, comme la livraison à deux, comme l'affrètement, comme plus récemment EcoCity ou un petit peu avant le e-commerce. Dans nos activités, on a d'un côté la logistique, de l'autre côté le transport. L'un et l'autre viennent se mixer en permanence. Oui. Et en fonction des périodes, on a forcé plus sur une branche ou plus sur l'autre pour répondre aux besoins de notre territoire et avoir toujours une offre nouvelle, une innovation dans l'offre, Oui. répondre à un besoin, anticiper un besoin parfois, trouver les solutions pour notre territoire. Le e-commerce, c'est un exemple concret. Faire du e-commerce sur les Alpes-Maritimes, a priori, compte tenu de la rareté du foncier et donc de son coût, ce n'est pas forcément le positionnement le plus idéal et d'autant plus que nos concurrents sont plutôt basés partout en France, mais assez rarement dans le sud de la France. Par contre, on s'est aperçu que bon nombre de e-commerçants ont leur siège social sur les Alpes-Maritimes ou tout au moins sur la Côte d'Azur. D'accord. Avoir leur stock, avoir leur préparation de commande, avoir les produits à proximité, dès lors que l'on est compétitif à la fois en termes de prestations, en termes de prix et en termes de durée, peut avoir un intérêt pour ses clients, pour ses e-commerçants du territoire. Et donc c'est la raison qui nous a poussé à mettre en place cette solution nouvelle qui finalement a couvert pas mal de e-commerçants, pour ne pas dire une grande partie des e-commerçants du 06. C'est génial. Alors aujourd'hui, tu couvres quasiment tout ce qui va être transport et logistique. Quels sont tes clients à la base?
Alors, s'il y a souvent des industriels de la Côte d'Azur, de la grande distribution également, mais tout type de commerce, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse de commerçants, qu'il s'agisse de commerçants tout à fait traditionnels, d'industrie de notre territoire. On a parlé du bassin économique, de Grasse, de Carrosse, de Cannes, de Sophia Antipolis. Tous ces bassins ont des besoins de transport et de logistique. Parfois axés autour d'une spécificité, produits dangereux par exemple, autour potentiellement également de l'événementiel lorsqu'on est sur plutôt Cannes, autour de l'industrie de la pharmacie lorsqu'on est sur Carrosse, ou du café et bien d'autres encore. On a mis en place ces solutions adaptées à ce territoire tout en gardant vraiment la priorité autour des Alpes-Maritimes. Bien entendu, on ne fait pas que les transports sur les Alpes-Maritimes. Notre flotte couvre toute la France, mais avec une vraie particularité sur notre bassin. C'est vraiment ce qui est déterminant. Un transporteur, habituellement, lorsqu'il a un positionnement, il va dupliquer son positionnement ailleurs, dans un autre département, dans une autre région. Notre position a été plutôt de dire, rajoutons tous les maillons complémentaires à notre idée de départ pour répondre aux besoins de notre territoire. C'est un contre-pied, peu de transporteurs l'ont fait, et ça a été notre choix. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des transporteurs ne se délocalisent pas, mais ouvrent des succursales un peu partout, alors que ton idée à toi, c'est de tout regrouper au même endroit, finalement, et de répondre aux besoins de toute la clientèle qui vous sollicite aujourd'hui. Absolument. C'est aussi en lien avec notre territoire, avec sa topographie, avec sa particularité. Coincé entre mer et montagne, avec la frontière italienne à proximité, on est presque une presqu'île finalement. Et il a fallu réfléchir aux solutions tenant compte de ces particularités du territoire, particularités que l'on retrouve rarement ailleurs sur un autre département ou sur une autre région française. Ce qui nous a poussé à vraiment être proche de cet écosystème, à trouver des solutions adaptées et non pas à se délocaliser, mais plutôt à amplifier notre offre de services sur notre territoire pour répondre au plus grand nombre. Ça, c'est génial. Comme tu le dis, au départ, tu as commencé tout seul et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise? Près de 500 collaborateurs sur l'ensemble du département. Une exception, une installation sur les Bouches-du-Rhône. Toutes nos autres installations sont sur les Alpes-Maritimes et sur Monaco, que j'englobe de par sa topographie dans les Alpes-Maritimes. Effectivement, près de 500 collaborateurs aujourd'hui, répartis à peu près moitié sur les activités de logistique et à peu près à moitié sur les activités de transport, dans lequel j'intègre le déménagement également, qui fait aussi partie de nos prestations, de notre savoir-faire, qui est un mix entre la logistique et le transport, avec cette valeur ajoutée du déménagement et donc de l'emballage, de prendre soin des affaires et du mobilier de chacun des clients qui nous font confiance. Qu'aujourd'hui, un particulier peut solliciter ton entreprise dans le cadre de son déménagement ou juste les professionnels? Les professionnels et les particuliers. On trouve vraiment la totalité sur cette chaîne de valeur. Ça peut être des déménagements locaux, 06 pour 06. Ça peut être aussi des déménagements internationaux. Oui. On s'appuie sur des prestataires, évidemment, sur un écosystème pour pouvoir répondre à tout type de déménagement, quelle que soit la destination. Eh bien, je te remercie. On va arriver maintenant sur le volet des défis de ton secteur. Quels sont les défis que tu rencontres dans le cadre de ton activité aujourd'hui? Deux principaux défis. Oui. Le premier, économique. Le deuxième, c'est la transition énergétique. L'un et l'autre viennent se mailler. La transition énergétique, aujourd'hui, est une priorité. La prise de conscience a eu lieu depuis un certain temps déjà. La transformation de notre flotte est en cours chez bon nombre de transporteurs, chez la grande majorité des transporteurs, avec des carburants alternatifs au gasoil. Il peut s'agir de biocarburants, il peut s'agir de gaz, il peut s'agir d'électricité, bien entendu, sachant qu'aujourd'hui, une seule énergie ne répond plus à tous les besoins. En fonction du type de transport, en fonction du type de marchandise, en fonction de certains paramètres, l'électrique peut être une réponse. Et si on est sur de la longue distance, évidemment, c'est plus compliqué. Si par contre on est dans de l'hypercentre, l'électrique fonctionne. Le biocarburant peut fonctionner sur la plupart des transports, la plupart des véhicules, sauf de petite taille, de petit tonnage. Ils ne sont pas adaptés aujourd'hui. Et quant au gaz, sur les Alpes-Maritimes, on est dépourvu de solutions, malheureusement, d'infrastructures publiques, donc ce qui limite la possibilité d'aller sur cette énergie. Le mix énergétique est l'avenir de notre transport, du transport de notre métier, et il faut vraiment arriver à trouver la bonne solution. Et la problématique, c'est que les infrastructures sont encore peu suffisantes à l'échelle nationale pour répondre aux besoins des transporteurs. C'est bien souvent à l'initiative des transporteurs ou de leurs chargeurs que des installations privées sont mises en place. Et ça, c'est une vraie problématique pour accélérer cette transition écologique, qui a aussi un coût. Un véhicule électrique coûte à peu près 3 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Un véhicule de type
traditionnel porteur coûte environ 120 000 euros, 130 000 jusqu'à 150 000 euros. On peut aller jusqu'à 400, 500 000 euros pour le même véhicule électrique. Alors qu'on ne répond pas à un autre besoin, on s'inscrit dans la transition énergétique qui est une absolue nécessité. Mais est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher pour avoir sa marchandise livrée de façon totalement décarbonée? Dans le contexte économique actuel, c'est parfois un petit peu compliqué. Et ça, c'est un vrai enjeu pour cette mutation chez les transporteurs et logisticiens. Oui, parce que d'un côté, tu dois avoir des clients qui sont vraiment focus sur les valeurs de l'RSE dans ton entreprise. Pour autant, ils ne sont pas forcément prêts à payer 3 fois plus cher. Dans la volonté, oui, évidemment, la très grande majorité souhaite que cette transition énergétique écologique s'accélère. C'est une certitude. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Rarement. Oui. Est-ce qu'ils peuvent payer plus? Très clairement, non. Le contexte économique actuel est tendu, est une vraie problématique. Et aujourd'hui, le consommateur final, que l'on est par ailleurs, est celui qui va payer cette transition énergétique écologique. Est-ce qu'il est capable d'aller acheter son paquet de pâtes plus cher parce qu'il est arrivé dans le point de vente de façon décarbonée? Je suis pas sûr que tout le monde puisse le faire, veuille le faire peut-être, mais puisse le faire. Je pense que c'est une autre problématique, effectivement. Et donc un accompagnement dans le temps, un accompagnement économique, mettre tous les acteurs autour de la table est une priorité absolue avec une ligne directrice claire, précise, qui doit être impulsée par le gouvernement. Si on n'a pas une ligne directrice, tout comme toutes les entreprises d'ailleurs, mais particulièrement les transporteurs, on ne saura pas quel choix prendre, quelle direction suivre, et c'est de nature à ralentir cette transition énergétique qui est pourtant une priorité absolue. Franck, est-ce qu'aujourd'hui il existe un accompagnement de l'État sur la transition écologique? Alors effectivement, il existe un accompagnement, et notamment via l'ADEME et via des AAP, des appels à projets. Malheureusement, malgré nos sollicitations nombreuses, on est toujours passé à côté de ces aides. C'est une vraie problématique compte tenu du coût de cette transition énergétique, de cette transition écologique. C'est une vraie problématique. Mais au-delà des aides, c'est le mode opératoire qu'il faut réinventer, qu'il faut repenser. Le métier du transport est un métier ancien sur lequel chacun des acteurs a son réseau et transporte dans son réseau la marchandise de ses clients. La mutualisation des réseaux est assez peu courante dans notre métier, et le fait de réinventer ce métier, de mutualiser les flux des transporteurs et de trouver une solution de livraison du dernier kilomètre, mais même du dernier mètre, de façon totalement décarbonée, est un enjeu majeur pour la suite. Nous concernant, nous avons réfléchi depuis 10 ans déjà à une solution qui s'appelle EcoCity dans notre entreprise, qui permet de mutualiser ces marchandises du dernier kilomètre et surtout du dernier mètre en utilisant un hub de périphérie qui vient massifier la marchandise quel que soit le transporteur remettant, mais également les producteurs, les retailers de notre département qui ont des livraisons à réaliser en ville pour leur compte ou pour le compte de leurs clients. Cette plateforme de périphérie permet de trier et d'acheminer, de permettre l'acheminement des marchandises sur un hub de proximité qui lui va assurer le dernier mètre à l'aide de vélos à assistance électrique, vélos totalement décarbonés, qui peuvent emprunter les voies cyclables, qui peuvent se faufiler plus facilement, sans bruit, sans nuisance, à la fois pour les riverains, à la fois pour les commerçants de notre centre-ville. C'est quelque chose de déterminant, c'est une idée qui existe dans nos tablettes depuis une dizaine d'années, que l'on a mis en place il y a 4 ans déjà, et qui prend des parts de marché chaque mois et chaque année. Mais encore, pour réaliser cette transformation, il faut avoir une vision claire. Nous avions des ZFE qui avaient été, je dis bien avaient parce qu'elles sont remises en cause, qui avaient été instaurées, malheureusement avec des règles différentes entre les métropoles. Un véhicule qui peut circuler à Nice, par exemple, n'aurait pas pu circuler à Marseille ou inversement. Donc là, le manque de visibilité est une problématique majeure. Mais aujourd'hui, les ZFE ont clairement été mis en second plan. Seuls Paris et Lyon continuent d'avoir cette obligation. Des villes et des métropoles comme Nice, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour assurer vraiment de façon optimisée le dernier kilomètre, c'est un petit peu marquer le pas que de se retirer de cet engagement pour l'écologie et pour le développement durable. C'est tout à ton honneur d'avoir pu mettre en place le dernier kilomètre, le dernier mètre, avec le vélo électrique, avec cette plateforme qui aujourd'hui prend des parts de marché. Effectivement, ça prend des parts de marché, ça répond à un besoin, ça répond à des attentes. Le monde économique, l'activité doit être traitée. La marchandise à livrer doit être livrée. On peut remettre en cause les plateformes, quelles qu'elles soient, c'est une possibilité, mais pour autant, la marchandise à livrer est bien présente. Il faut donc trouver des solutions pour la livrer de façon optimisée, en répondant malgré tout aux attentes des clients, des consommateurs
qui, ne l'oublions pas, sont à l'initiative de ces flux de marchandises et qui veulent avoir la marchandise toujours plus tôt, toujours plus rapidement, avec une traçabilité toujours meilleure, parce que c'est le mode de consommation qui a évolué et notre rôle, c'est d'en tenir compte et de trouver les solutions optimisées. Ce qui est génial, c'est qu'en t'écoutant, tu es toujours un pied à l'avance pour répondre à des besoins ou penser à des besoins qui peuvent arriver et apporter déjà la solution. Oui, parce que notre positionnement le permet. Ce positionnement de répondre à un besoin territorial. Ce qui est vrai à Nice n'est peut-être pas vrai à Grenoble, à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs. Notre positionnement d'un spécialiste d'un territoire nous permet d'imaginer une solution adaptée à un territoire. Il faut vraiment avoir comme focus un écosystème pour répondre au mieux à ces attentes. Et effectivement, l'innovation, les modifications des habitudes fait partie de notre quotidien et c'est ce qui, quelque part aussi, nous permet de s'éclater dans notre métier. Eh bien, bravo. On va rebondir sur notre sujet. Quelles sont les autres activités sur le territoire de ton entreprise? Alors, elles sont nombreuses. Donc, si on parle de transport et de logistique et de déménagement, c'était également d'arriver à avoir un positionnement sur l'entièreté du département. Et grâce à une croissance externe, une acquisition avec les transports Gallo, un acteur majeur grassois, du tissu économique grassois, avec évidemment les arômes et parfums comme spécificité. Il y a 3 ans maintenant, on a fait cette acquisition, ça nous a permis d'avoir un positionnement complémentaire, prendre des parts de marché avec des spécificités que nous n'avions pas jusqu'à présent et donc répondre à un besoin plus global du territoire. Ça a été aussi plus récemment avec l'acquisition du déménageur Revelli. Le plus vieux déménageur de la Côte d'Azur, 123 ans. On a pu faire acquisition de cette très jolie boîte il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, et ce qui nous permet d'avoir la casquette déménageur et également un positionnement sur Monaco qui jusque-là, qui n'était pas le cas jusque-là, nous permet vraiment d'avoir un positionnement maintenant depuis la frontière italienne, depuis la limite avec le Var. Eh bien, toutes mes félicitations. Merci. Pour ces 2 très très belles acquisitions, de par leur positionnement, mais aussi de par l'ancienneté. Exactement. C'est des positionnements, c'est des entreprises historiques qui répondent à un besoin spécifique et toujours, tout comme les autres positionnements, autour du besoin économique des Alpes-Maritimes, du tissu économique des entreprises et des chefs d'entreprise qui le constituent. Ben, génial. On va arriver sur les valeurs de ton entreprise. Aujourd'hui, tu as plus de 500 collaborateurs. Quelles sont les valeurs qui sont mises en place dans ton entreprise? L'écoute, la co-construction. C'est quelque chose qui est très important, et notamment avec l'extension de cette entreprise. Il a fallu partager, échanger, co-construire chacun des sujets, partager à la fois les réussites et à la fois les contraintes pour en trouver des solutions avec les équipes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une valeur de courage également, une valeur de travail. Le courage et le travail vont de pair et il est absolument indispensable d'avoir ces valeurs pour performer, pour aller de l'avant, pour trouver les solutions. C'est des valeurs qui sont importantes dans notre entreprise, tout comme la valeur de l'engagement. Être engagé et avec toujours en ligne de mire de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est la recette. Si on prend pas de plaisir, très rapidement, on s'essouffle. En prenant du plaisir, en innovant, en trouvant des solutions, en réfléchissant, en partageant, on va de l'avant et c'est vraiment, je pense, ce qui est déterminant dans cette entreprise. Je te remercie de nous avoir partagé tes valeurs. On va parler de la culture. Avec l'agrandissement, avec les nouvelles acquisitions des entreprises qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience et de vie, comment est-ce que tu as pu fédérer les nouveaux collaborateurs dans le cadre de la culture de ton entreprise? Ils s'engagent pour un projet. Ils s'engagent pour un projet, ils s'engagent pour des valeurs, ils s'engagent pour un positionnement. Effectivement, notre métier de transport et de logistique n'est pas le métier le plus glamour en termes notamment de transition énergétique, d'empreinte carbone et autres. Mais avec ce que l'on met en place dans cette société, avec les particularités qui sont les nôtres, notamment sur cet engagement, sur cette proximité, on arrive à attirer des jeunes, on arrive à attirer des positionnements très spécifiques, des savoir-faire, des compétences, ce qui nous permet de fédérer et de toujours trouver des solutions nouvelles. Et ça, c'est vraiment déterminant. Donc effectivement, le partage, l'écoute font partie des points clés de notre aventure. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, est-ce que dans ton secteur d'activité, c'est un secteur qui rencontre des difficultés dans le recrutement? Aujourd'hui, tu n'en as peut-être pas besoin puisque tu viens de t'agrandir, mais vu que tu es le président du secteur, quel est ton regard là-dessus? Le recrutement est une problématique phare dans notre métier comme dans tous les métiers. Mais effectivement, si on parle de transport et de logistique, c'est une vraie problématique. Une vraie problématique, jusqu'il y a 1 an, c'était à peu près 10% de nos effectifs
avec des postes à pourvoir et non pourvus. Une entreprise comme la nôtre de près de 500 collaborateurs, c'était 50 postes ouverts et pas de candidats ou pas de candidats répondant aux particularités des postes. Aujourd'hui, l'économie, malheureusement, est un petit peu dans la difficulté et donc c'est un petit peu moins vrai, mais pour autant, on continue d'avoir des postes à pourvoir et la problématique majeure, c'est d'arriver à loger nos collaborateurs et leur permettre de se rendre sur le lieu de travail avec des mobilités adaptées. Le logement aujourd'hui est devenu une problématique déjà connue, mais de plus en plus importante sur le territoire. Les collaborateurs se logent de plus en plus loin de leur lieu de travail, ce qui amène des difficultés de temps de trajet, de coûts pour venir se rendre sur le lieu de travail. Et bien souvent, ils sont éloignés des hypercentres avec toutes les problématiques sociales, culturelles, sportives que ça peut engendrer. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des logements pour nos actifs, à proximité de nos bassins d'emploi, qui sont bien souvent les zones industrielles et les hypercentres. Ils sont bien souvent prisés, notamment pour des retraités ou pour des acteurs de l'hébergement, mais pas forcément pour les actifs. Ça, c'est une problématique majeure. Et effectivement, dans le cadre de Groupe Transcan, nous réfléchissons depuis un certain temps à trouver des solutions en autonomie. Nous avons déjà fait l'acquisition d'appartements qui sont principalement réservés à nos collaborateurs. Et on est avec l'UPE notamment sur des réflexions permettant de lier le contrat de travail et le logement pour permettre d'attirer de nouveaux collaborateurs, mais mieux encore, de faire en sorte que ceux qui sont déjà sur les Alpes-Maritimes ne nous quittent pas pour des conditions de logement plus avantageuses dans d'autres départements. Ça, c'est vrai. C'est une vraie réalité, le problème du logement. Et bravo à toi pour toutes les actions que tu es en train de mettre en place pour déjà tes collaborateurs, mais aussi pour les actifs du territoire, comme tu dis, avant de faire venir de nouvelles personnes, déjà trouver de quoi loger ceux qui y habitent. Quels sont les conseils aujourd'hui, Franck, que tu peux donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer soit dans la même branche que toi ou dans une autre? Évidemment, il faut qu'il prenne conscience que c'est un engagement fort, un engagement personnel, mais un engagement qui amène tellement de bonheur, tellement de joie, tellement de capacité à apprendre sur soi, à innover, à construire, à co-construire avec d'autres acteurs, et c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Évidemment, les contraintes sont tout aussi importantes, contraintes familiales, des contraintes d'emploi du temps, des contraintes sur nos vies, nos plaisirs, nos passions. Mais la passion que l'on peut avoir et l'engagement que l'on peut avoir dans ces entreprises viennent contrebalancer sans aucune difficulté ceci. D'ailleurs, 63% des jeunes disent être intéressés par l'entrepreneuriat, prêts à entreprendre. C'est un pourcentage très élevé et il faut absolument les pousser, les inciter à y aller, évidemment, en prenant soin d'avoir un projet structuré, un projet bien ficelé avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le message que tu pourrais donner aux jeunes, à ces 63% qui souhaitent embrasser le chemin de l'entrepreneuriat. Quel est le message que tu as envie de leur donner? Qu'ils préparent bien leur projet, qu'ils réfléchissent aux avantages, aux contraintes, aux difficultés, aux pistes, qu'ils aient conscience que l'investissement sera fort, sera permanent, que le droit à l'erreur existe. Et c'est lorsqu'une erreur est produite qu'il faut rebondir et savoir redresser, trouver d'autres solutions, mais surtout qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire pour eux, en s'entourant de collaborateurs, d'autres chefs d'entreprise. Et c'est vraiment le message que je veux leur faire passer, qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font. Je te remercie. Franck, aujourd'hui, avec ta présidence à l'UPE, ta casquette de chef d'entreprise, qui est toujours dans l'innovation, dans la vision d'apporter un service toujours de qualité et tes autres fonctions, comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Alors c'est évidemment très compliqué, professionnellement parlant, c'est en s'appuyant sur des équipes soudées, sur des équipes engagées, investies, avec lesquelles la confiance est de mise, c'est absolument indispensable. Et en mettant tous ces ingrédients en place, on arrive à prendre un petit peu de temps, à libérer un petit peu de temps pour le bien commun, pour le UPE 06, pour les fédérations que je représente par ailleurs, au profit d'un écosystème, au profit vraiment de la communauté. C'est très important. D'ailleurs, j'engage tous les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à venir avec nous, parce que le bien commun, s'inscrire dans la mutualisation, c'est absolument indispensable. Le chef d'entreprise est bien souvent seul, isolé, esseulé dans son entreprise. Ça lui permet de partager, d'échanger avec ses pairs et de trouver des solutions à des difficultés, à des problématiques qu'il pourrait rencontrer. Ça, c'est vraiment très important, je pense. Super.
Franck, aujourd'hui, quel est le mot de la fin que tu souhaites partager avec nous? Il faut entreprendre. Il faut se régaler en entreprenant, il faut prendre du plaisir en entreprenant, il faut croire à sa capacité à entreprendre et il faut se donner les moyens, bien entendu, en termes d'investissement pour y parvenir. Une fois que ces ingrédients sont mis en place, normalement la réussite est derrière. Je te remercie Merci. d'avoir pris le temps de faire cette émission avec moi, de nous présenter ton parcours ainsi que ton entreprise, les valeurs, la vision et tout ce qui va avec. Merci. Merci à toi. Je vous remercie de nous avoir écoutés dans l'invité de Vassia. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous en étant avec Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois dans un prochain épisode. Merci.